Cet épisode vous fera visiter les sites culturels du sud de la côte lycéenne et découvrir une pépite, Txirali. La côte est magnifique avec de petites criques, malheureusement pour la plupart privatisées. C'est magnifique. Ah, elle est belle la plage. Détour par Kekova, sûrement notre plus grande déception du séjour. Il faut passer par l'achat d'une excursion par bateau sur l'île, car sinon le port côtier n'est qu'un immense parking pour touristes. L'île de Kekova abrite une cité engloutie, Simena, détruite par de nombreux séismes au IIe siècle. Il faut y passer une journée pour le visiter, ce site est archi connu, donc surpeuplé. L'image de Kekova, c'est Stombo, au bord de la côte. La Turquie, c'est aussi un très gros producteur de fruits et légumes. C'est énorme le nombre de cerfs qu'il y a, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est énorme. Et il fait 43,5. Donc on est bientôt arrivé. On est arrivé beaucoup plus vite que je ne le pensais, je sais pas pourquoi. Ça ressemble un peu à La Réunion. Arrêt au Canada Hotel que nous vous recommandons. Pour son calme, le confort de ses chambres et la proximité avec le village et la plage à moins de 10 minutes à pied. Là, il y a une pile en marbre. La plage de Txirali s'étend sur plus d'1 kilomètre et c'est le lieu de ponte de tortues marines. L'ambiance y est très familiale et très calme. Cette plage borde une petite rue touristique avec des échoppes et des restaurants. Ambiance surannée très sympa. Imeira, également appelé Yanartas en turc, ce qui veut dire pierre incandescente, le site est d'autant plus extraordinaire qu'il n'y a que quelques endroits au monde où on peut observer ce phénomène. Durant l'Antiquité, on attribuait leur origine au souffle de la chimère, cet animal mythologique mêlant lion, chèvre et serpent. Alors on le voit pas, il y en a certains qui font cuire des chamallows comme là-haut. Ces flammes éternelles sont dues aux émanations de méthane qui prennent feu au contact de l'air. Faut visiter ce site en fin de soirée. Attention, à 21h, il ferme. Pensez vraiment à la lampe, car les 30 minutes de marche, autrement, deviennent un calvaire. Une journée riche en visites, avec Termessos et Pergé. Encore un contrôle routier, mais cette fois-ci ciblé sur les 2 roues. Au revoir, Merhaba. On arrive sur la ville d'Antalya, avec un peu plus de circulation, et on voit un peu plus de motos. 82 km/h. Je sais pas pourquoi 82, pourquoi pas 80. Donc là on est sur la route qui est une route privée de 9 km avec un péage à l'entrée, c'est là où on paye l'entrée sur le site pour se rendre à Termessos. Alors Termessos, c'est un site qui est très peu connu, très peu visité, mais qui est très intéressant parce qu'il est carrément dans la montagne et tout est intact avec beaucoup de tombeaux. Termessos est situé en altitude, à 1050 mètres, au fond d'une gorge qui se termine par un petit plateau. Le site se visite en moins de 3 heures. Et on arrive à Termessos devant le mur d'enceinte de la ville. Si vous empruntez l'accès au site par la droite, vous passez devant un nombre très important de coffres funéraires. Le gymnasium et les bains. Parce qu'il en reste. Le site de Termessos a connu une occupation très ancienne. La ville fut fondée par une tribu de Pisidi, qui est installée dans la région, et citée par Homère dans l'Iliade. La ville semble donc déjà exister bien avant l'an 1000, avant Jésus-Christ. Quand on disait les sites ils sont pas super bien entretenus, on a payé 16 €. Enfin les étrangers payent 16 €. Et voilà, on se retrouve à aller dans une partie de la ville. Et c'est du trek quoi. Ce sont les citernes à eau, avec tout le passage d'eau de la cité. Le fait d'armes de cette cité est d'avoir résisté à Alexandre le Grand. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand lève le siège de la ville, qu'il n'arrive pas à prendre, d'assaut.
il brûle en représailles les champs d'oliviers. La cité est pratiquement imprenable du fait des obstacles naturels entourant la ville. Furieux, Alexandre marche au nord où il passe sa colère sur la ville de Sagalos, qu'il détruisit. C'est surtout le théâtre de 4200 places de l'époque hellénique qui impressionne, car il est bâti à flanc de précipice. En 518, Thermessos connaît un tremblement de terre qui ravage la ville et la prive de l'aqueduc qui l'approvisionnait en eau. S'ensuit une épidémie de peste, pendant les années 541 à 543, qui précipite l'abandon de la ville, qui ne sera plus réoccupée. À droite du théâtre, le Bouleuterion, bâtiment où se réunissait l'assemblée dirigeant la ville. Pergé est pour moi une pépite, avec une rue et son ingénierie hydraulique parfaitement conservée. Non, la voilà la porte principale. Et bien sûr. Pergé possède 3 portes, dont celle que nous venons de franchir, dite la porte romaine. La seconde, dite hellénistique, possède 2 tours monumentales de 3 étages avec un passage en fer à cheval. Sous Adrien, en 121 après Jésus-Christ, un arc de triomphe fut inséré dans le mur nord de la cour et les façades furent recouvertes de marbre précieux et décorées de colonnes et de statues. L'agora, avec ses piliers et ses boutiques. Les sols étaient revêtus de mosaïques. Tout cela a disparu avec le temps et aujourd'hui on voit essentiellement les colonnes qui bordent l'agora, dont la plupart ont été restaurées et donnent une bonne idée de la dimension du lieu. Le stade du IIe siècle, il est en forme de fer à cheval, d'une dimension de 334 mètres par 34. Il pouvait accueillir 12 000 personnes. Il est très bien conservé et l'on peut se représenter ce que pouvaient être à l'époque des compétitions sportives, notamment des courses de chars et des combats de gladiateurs. L'utilisation. C'est magnifique. Imaginons être Spartacus qui entre dans l'arène pour combattre dans une chorégraphie parfaitement orchestrée, car la mort était rarement une finalité pour ses combattants. En moins 133, Pergé intégra l'Empire romain, quand Rome reçut en héritage le royaume de Pergame. La ville était alimentée à l'époque romaine par 2 aqueducs. L'aqueduc de Corsunlu mesurait 11 km et un aqueduc ultérieur de 21 km conduisait les eaux de la rivière Duden depuis la cascade de Duden-Basse. La voie secondaire à Colonne se termine par une fontaine monumentale, la Nymphée d'Adrien, située au pied de l'acropole, qui alimentait l'aqueduc de la voie. Dans la partie centrale est représenté le dieu du fleuve, Kestros, en position allongée. Tout le système hydraulique, avec la citerne, les tuyaux qui passaient, on les revoit là-haut, qui passaient dans le mur pour pouvoir alimenter cette fontaine. On voit encore des fontaines et on voit tout le système hydraulique. C'est magnifique. La principale voie ornée de colonnes traversait la ville du nord au sud, en passant sous l'arc de triomphe de Démétrius Apollonos. Cette longue voie était bordée de piliers. Un aqueduc passe au centre de la voie qui apportait l'eau à la cité. Cette fontaine monumentale était dédiée à l'empereur Septime Sévère. C'est un bassin. Certaines statues et sculptures sont exposées au musée d'Antalya. Un bassin avec l'écoulement qui était ici. On va éviter de passer par là. Parce que vu que les étais, ils n'ont pas l'air super costauds et que ça doit peser après à peu près 1 tonne 5, la pierre, on va passer par la porte principale. Plus qu'une simple boutique, cet édifice fut utilisé comme lieu d'offrande religieuse au IIe siècle après Jésus-Christ. Cette boutique a été transformée en source sacrée ou en centre de guérison à des fins spirituelles pendant la colonisation byzantine au XVIe siècle. La mosaïque, découverte en 2017, représenterait une scène de la guerre de Troie, avec Agamemnon sacrifiant sa fille Iphigénie. Alors ce qui est drôle, c'est que sous le sable, il y a de la mosaïque. Donc ils ont mis du sable pour protéger les mosaïques. Donc il y en a un peu partout. On voit là, c'est les morceaux de mosaïque qui ressortent. Encore là.
fil des siècles, le fleuve sur les rives duquel s'était bâti Pergé se remplit d'alluvions et il devint finalement impraticable pour accéder à la cité. Confrontée aux incursions arabes au 7e siècle, la ville se vida progressivement de ses habitants et fut abandonnée. Dans le parking, une voiture avec 3 pneus crevés. Malheur à celui qui emprunte les voies à contresens, car le dispositif anti-intrusion, ici au sol, est redoutable. Arrivé à Antalya, notre hôtel est en plein cœur de la vieille ville, nécessitant de rouler dans la partie piétonne. Faut lui dire qu'on va à l'hôtel. Interdit aux motos. Hello. We go to the hotel. White Garden. Okay, come. Thanks. En 2023, Antalya comptait 2 700 000 habitants. En 2019, elle était fréquentée par plus de 13 millions de touristes, ce qui en faisait l'une des villes les plus visitées du monde. Celui-là, White Garden. Notre hôtel, le White Garden, est dans le plus pur style ottoman, avec ses vastes chambres en bois très bien sonorisées. Il possède une cour intérieure avec une piscine. Fin de soirée, visite de la ville et recherche d'un restaurant. Il y a de nombreux rooftops permettant de contempler le coucher de soleil sur la baie et fortifications d'Antalya. Kesik Minaret, le minaret tronqué. Une autre rareté, des caisses de bière Efes dans l'actuelle Turquie et un casse-tête routier. Grosse étape ce jour pour rejoindre Konya, la cité des derviches tourneurs, après un excellent et roboratif petit déjeuner. Ce matin, on a quitté Antalya pour se rendre à Spendos. C'est à peu près 50 km d'Antalya. Et pas mal de circulation. Et donc le site, il est là, il est à notre gauche, clôturé. Le site d'Aspendos est particulièrement célèbre pour son théâtre romain. Le théâtre est parvenu jusqu'à nous dans un état de conservation remarquable. Il est considéré comme le mieux conservé d'Asie mineure. Les gradins comprennent 41 rangées de sièges. Le théâtre d'Aspendos offrait ainsi une capacité d'accueil de 15 000 places. Surplombant les gradins, une galerie à colonnes donne un accès à un passage voûté faisant le tour de la cavea. Le reste du site n'est pas aussi remarquable que le théâtre, et Pergé reste pour moi le plus beau site à proximité d'Antalya. Le stade est assez détérioré, mais je pense que personne n'a encore fouillé ce site. Empruntons la rue principale d'Aspendos, Et on retrouve tout le système hydraulique d'une ville. Puisque l'eau, c'est la vie. Et donc là où il y a de l'eau, il y a des villes. Il y a encore des fouilles, comme on peut voir. Et on va redescendre. Là, il est 11h, il fait à peu près 40 degrés. Je pense ça va monter jusqu'à 45 sur Antalya. En plus, c'est très humide, puisqu'on est proche de la mer. C'est une fournaise à moto avec les affaires. Dès qu'on s'arrête un feu, on meurt. Fait chaud en Turquie? Ouais, Trop chaud. trop chaud. Bon, on va redescendre vers la moto. Ah, ça va nous faire du bien. 29 degrés. Et travaux 1825 mètres. Moi j'ai 1821, donc c'est bon. Donc crevaison du pneu arrière. On est à 100 km de Konya. On va s'arrêter pour mettre une mèche. Vous assistez au principal problème de ce voyage, une crevaison qui va nous embêter jusqu'à Ankara et le changement du pneu. Lors de la mise en place de la mèche, j'ai cassé l'outil en cochonium, outil qui permettait l'introduction dans le pneu de la mèche. Impossible d'en retrouver un par la suite. Et c'est une série de galères, car le pneu ne tenait plus la pression, même après l'intervention de nombreux spécialistes du coin qui ont accentué la crevaison. En réparation du pneu qui a été faite, on dirige vers Konya.
Alors pas par les montagnes et les petites routes par où on devait passer, mais par une route, une grande nationale. Arrivé à Konya, grande ville de près d'1 million d'habitants. Konya a la réputation d'être l'un des centres les plus conservateurs sur le plan religieux de la Turquie. Encore une grande étape, nous sommes sur les traces de la route de la soie, avec ses caravansérails. Je me demande ce que ça veut dire EGM. On en voit souvent sur la route, ouais. Il n'y a pas un arbre pour mettre la moto à l'ombre. Ubrukan est sûrement l'hôtel le plus atypique de la région, et j'ai regretté notre arrêt à Konya, tant le site est magnifique. Ubrukan, c'est une résurrection, avec sa reconstruction depuis 2022. Un caravansérail était une auberge de bord de route, où les voyageurs, les caravaniers, pouvaient se reposer et se remettre de leur journée de voyage en étant en sécurité à l'abri des bandits. Il doit son nom à l'énorme gouffre, une doline, qui se trouve derrière le Han. Une doline, ou obruk en turc, est une dépression ou effondrement naturel du sol, souvent lié à la dissolution des roches calcaires et au retrait des nappes phréatiques souterraines. Quand la nappe phréatique baisse, ces cavités perdent leur support hydrique. Le toit du sol s'effondre alors brutalement, laissant apparaître un cratère à la surface. Le caravansérail Sultanahmet est le plus grand avec ses 4500 m², le plus connu et le plus visité de la Turquie. L'entrée monumentale, réalisée en marbre, fait 13 mètres de hauteur. Au milieu de la place se dresse une petite mosquée-kiosque, de forme carrée. Cet édifice fortifié fut bâti en 1229, comme l'y indique une inscription, durant le règne du sultan seldjoukide Kaybad. Il fait partie d'un vaste réseau de caravansérails construits à cette époque, distants les uns des autres de 30 à 40 km, soit une journée de marche. C'est de la restauration d'anciens tapis turcs, donc c'est pas de la création, c'est de la restauration. Et on voit que le tapis est bien abîmé, tout est fait à la main. Fil par fil. Un autre caravansérail, plus modeste, à une trentaine de kilomètres de Sultanahmet. Oubliez les principes de la conduite et adaptez-vous au pays. C'est quand même moins folklorique que le Pérou ou l'Inde. On arrive à Göreme. Arrivé à l'hôtel, nous repartons dans la foulée pour visiter le musée à ciel ouvert aux portes de la ville. Ce musée, dont l'entrée est de 20 €, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Göreme ou Göreme veut dire ne pas voir. En effet, les moines qui se sont établis dans cette vallée voulaient se cacher du monde extérieur pour s'adonner à la prière et pouvoir jouir d'une véritable paix de l'esprit. L'église sombre date du XIe siècle. Elle a été utilisée comme pigeonnier jusqu'en 1950. Des équipes ont procédé au nettoyage des déjections de pigeons pendant 14 ans. Il existe une petite fenêtre dans l'église. Grâce à ces conditions, les peintures à l'intérieur de l'église ont survécu jusqu'à nos jours, sans perdre leur vivacité et leur couleur. Le couvent des nonnes. Dans les étages inférieurs se situent les cuisines, les entrepôts de nourriture, les réfectoires. On peut d'ailleurs y observer les tables et les bancs construits à même la roche. Retour à l'hôtel avec une chambre sans vue qui donne sur la rue et son perpétuel bruit. La piscine troglodyte est sympa, car non conventionnelle, mais l'absence de soleil et l'exiguïté de la plage n'incitent pas à y rester. Le soir, découverte culinaire de la région, à l'Inchikav, un excellent restaurant que je recommande.
Ah, attention. Did you see the wine? Yeah. Plus haut, non? Ça fait la peine.